Avril 1944 à l'usine de Willow Run, près de Belleville, dans l'État américain du Michigan. À cette époque-là, un B-24, un bombardier quadrimoteur B-24 Liberator, sortait de la chaîne de montage toutes les 55 à 63 minutes. Autrement dit, un bombardier B-24 sortait de la chaîne de montage chaque heure à Willow Run. Là-bas aux États-Unis, en avril 1944, aujourd'hui, on compare cette donnée avec cet article qui est paru dans les principaux médias et qui a fait l'objet d'une fuite provenant d'un institut de recherche sur la défense. Les États-Unis pourraient se retrouver à court de missiles, ayant déjà dépensé plus de la moitié de l'arsenal dont ils disposent actuellement en Iran. Et de plus, quand on analyse le calendrier de reconstitution de cet arsenal, tous ces missiles qui ont été tirés ont un délai d'attente moyen supérieur à 2 ans. Et la moyenne est supérieure à 2 ans d'attente entre la signature du contrat et la livraison du matériel et la livraison de l'arme. Comment la situation a-t-elle évolué depuis celle que nous avons vue en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, où la production américaine était pratiquement infinie, impossible à arrêter. Complètement autosuffisante, du moins en apparence. Pour en arriver aujourd'hui à discuter de l'épuisement des arsenaux américains. À l'époque, un de ces B-24 produits par Willow Run coûtait près de 300 000 $, entre 297 000 et 300 000 $ l'unité. Ce montant, actualisé à l'inflation de 2026, nous montre que le même avion, le même bombardier quadrimoteur, vaudrait aujourd'hui 5,5 millions de dollars. Pouvez-vous imaginer un avion de bombardement aujourd'hui, en 2026, coûtant 5,5 millions de dollars? Faisons un autre parallèle. Le projet Manhattan, le deuxième plus cher de la Seconde Guerre mondiale, a coûté 2 milliards de dollars pour développer une bombe atomique entre 1942 et 1945. La valeur du développement de la bombe atomique, si ce développement avait été réalisé aujourd'hui, ajusté à l'inflation, serait de 38 milliards de dollars. Considérez-vous que la bombe atomique serait développée aujourd'hui pour 38 milliards de dollars? Pour ne pas dire que je suis simplement en train de crucifier les États-Unis et d'exclure le reste du monde, regardons l'exemple soviétique. Regardons l'exemple de la production de chars, qui est le produit de guerre soviétique le plus célèbre, le T-34. En 1943, au sommet de la production du T-34-76, les usines soviétiques produisaient pas moins de 35 T-34 par jour. 35 T-34 par jour. La Russie n'arrive pas à produire 35 chars par mois en additionnant toutes ces usines. Qu'est-ce qui a tellement changé? Depuis 80 ans, le premier fait qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 80 ans, le monde était en état de guerre totale. Donc toute l'économie de ces deux pays était orientée vers la guerre. Donc on peut comprendre, c'est compréhensible, que oui, la production économique du pays allait être plus élevée qu'actuellement, dans laquelle les deux pays sont en guerre, mais ne le sont pas vraiment. Dans les faits, ils sont en guerre, mais pour les effets politiques, il n'y a pas de guerre. Il existe une situation intermédiaire. Mais cela à lui seul n'explique pas la différence aussi grande entre les chiffres de production et le coût de l'armement de 1944 à 2026. Qu'est-ce qui explique de façon plus solide toute cette différence? La technologie. La technologie est toujours un avantage tactique.
Celui qui détient plus de technologie dans le domaine militaire détient l'avantage tactique. Cela a été une règle tout au long de l'existence humaine. Vous allez vous souvenir. Il est écrit dans les livres que, depuis l'Antiquité, avant Jésus-Christ, les gars qui fabriquaient les meilleures épées, les meilleurs ensembles d'arcs et de flèches, les meilleurs boucliers, c'étaient eux qui remportaient les batailles. Et cela s'est également révélé vrai pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la grande différence, la grande avancée technologique de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'électronique. L'introduction de l'électronique pour la première fois dans le conflit. Alors, quand on voit l'insertion de l'électronique pendant la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte à quel point elle s'est imposée comme un avantage technologique définitif. Observez l'architecture, l'artillerie antiaérienne. Comment était-elle inefficace au début de la Seconde Guerre mondiale et comment est-elle devenue efficace ? Une fois que la fusée de proximité, qui comportait un composant électronique, détectait la proximité de la cible et explosait automatiquement à une distance propice à la destruction de la cible. La précision de l'artillerie antiaérienne s'est beaucoup améliorée grâce à ces fusées. Spoletas de proximidade. Vous pouvez remarquer dans les images claires des attaques kamikazes en 1944 et 1945 à quel point les artilleurs américains parvenaient à abattre ces avions avec une relative facilité. Et vous ne trouvez pas ce genre de résultat dans les images antérieures de combats navals ou des avions attaqués en des navires. L'efficacité était bien moindre. Regardez le bombardier B-29, qui a été le premier avion à posséder un ordinateur complexe pour effectuer des calculs de visée et ajuster la précision des armes de défense de l'appareil. Et comme les B-29 arrivaient vraiment à se débrouiller seuls, sans escorte, en allant jusqu'au Japon. Même si les tireurs n'avaient pas la tête dehors, littéralement en train de regarder directement la cible. Ils regardèrent à travers un périscope dont l'ordinateur intégré faisait le pointage et ajustait les rafales pour améliorer la précision contre la cible. Eh bien, les progrès de l'industrie de la défense au début de la guerre froide, dans les années 50 et 60, ont justement suivi cette voie. La priorité donnée à la puissance aérienne parce que la puissance aérienne a montré pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle était la force déterminante pour la résolution des combats. Par conséquent, l'armée de l'air des États-Unis détenait une avance technologique presque intouchable par rapport aux autres puissances, y compris les autres forces armées. Et tout ce qui était dit à propos de ces nouveaux aéronefs correspondait la plupart du temps du moins à des avancées technologiques. Que ce soit dans l'électronique, dans les matériaux ou même dans les explosifs eux-mêmes, chaque nouvel avion et chaque nouvelle bombe devenaient plus chères. En raison de cette amélioration technologique, de cette course à la suprématie technologique que la guerre froide a encouragée. Et cela a continué dans les années 50 et 60 au même niveau. Mais ensuite, nous avons vu, dans les années 60 et 70, au début des années 70, la guerre du Vietnam, montrant l'inadéquation de ce que les États-Unis considéraient mais comme une directive, une doctrine de guerre, une doctrine de victoire dans les conflits armés contre des puissances ennemies. Les tentatives américaines d'interrompre le flux d'approvisionnement en armes vers leurs ennemis au Sud-Vietnam, vers les Viet Cong, ont échoué à toutes les occasions. Les tentatives américaines d'interrompre le flux de ravitaillement vers l'armée du Nord-Vietnam ont échoué à démoraliser la population du Nord-Vietnam par les bombardements. Elles ont échoué. Et l'engagement de grandes fractions de troupes au sol pour accomplir le travail que l'attaque aérienne n'avait pas réussi à faire. Cela a causé un nombre de pertes très élevé, ce qui a eu un très mauvais impact auprès de la population américaine.
Le Vietnam a laissé un goût très amer dans la bouche des forces armées américaines, avec des répercussions très négatives aux États-Unis et dans le reste du monde. Cela a terni le prestige politique des États-Unis. Par conséquent, un grand changement serait nécessaire pour restaurer ce prestige politique américain. Et c'est justement à cette époque, au début des années 70, que nous avons vu une nouvelle technologie naître, ou disons renaître sous une nouvelle forme. Il s'agissait des ordinateurs qui sont devenus maintenant des micro-ordinateurs et, en quelques années, des nano-ordinateurs. Le plus grand représentant de tout cela a été Steve Jobs, créateur d'Apple au début des années 70. Mais de nombreuses autres entreprises ont également réussi à miniaturiser les composants électroniques des machines afin que les systèmes informatiques deviennent désormais mobiles, portables, suffisamment petits pour être intégrés dans des missiles ou des véhicules militaires. Ainsi, à partir des années 70, nous avons assisté à une révolution gigantesque de l'électronique et de l'informatique intégrée dans tous les armements. Rappelons que c'est dans les années 70 qu'a commencé le projet, que tout l'effort de mise en place du système GPS, le système de positionnement global, a débuté, ce qui a permis de localiser précisément, de faire une triangulation d'un point précis n'importe où sur le globe terrestre. Et les implications de cela ont été immenses. Nous en ressentons encore les effets aujourd'hui. En plus de cela, nous avons l'introduction des télémètres laser qui ont énormément amélioré la précision et le guidage des armes. Nous avons eu les ordinateurs de guidage. Nous avons eu les viseurs stabilisés sur les chars, par exemple. Autrefois, on ne tirait pas avec un char en mouvement. Tout tir que vous faisiez avec un char en mouvement était un coup de chance. C'était un tir à l'aveugle, en gros. Il fallait arrêter le char, viser et tirer pour avoir une chance de réussir. Aujourd'hui, après l'introduction des viseurs stabilisés, les véhicules blindés, les chars, peuvent tirer en mouvement. Alors vous comprenez que c'est une voie sans retour, qu'il est impossible pour une nation de dire « Ah, je n'utiliserai pas de viseur stabilisé », alors que tous mes ennemis utilisent des viseurs stabilisés. C'est devenu une norme. C'est la même chose pour les aéronefs, pour la puissance aérienne. L'utilisation d'armements intelligents comparé à ce qu'on appelle les bombes non guidées ne fait qu'augmenter. Si vous regardez n'importe quel graphique, le nombre d'armes intelligentes dans l'arsenal américain a énormément augmenté par rapport au nombre de bombes non guidées. Ces bombes qui sont larguées, puis les facteurs naturels déterminent leur trajectoire, là où elles vont tomber. Cela, en conséquence, entraîne une augmentation très importante de la valeur de chacune de ces armes, et par conséquent, du coût global de la guerre. Cela a de nouveau placé les forces armées américaines à l'avant-garde du monde à la fin des années 80, au début des années 90, justement au moment où l'Union soviétique s'est effondrée. Et en cette année 1991, où l'Union soviétique s'est effondrée, les États-Unis ont offert un véritable spectacle au monde entier lors de la guerre du Golfe. En introduisant des missiles de croisière guidés par laser avec une précision chirurgicale, des avions furtifs invisibles au radar, l'informatique et l'intégration des armes, transformant complètement le champ de bataille et faisant en sorte que tout cela contribue à une victoire très rapide contre ce qui était, à l'époque, la 4e plus grande armée du monde, l'armée de Saddam Hussein. Alors, tout cela a fait en sorte que la technologie de pointe, celle qui n'était développée que dans les grands centres de recherche, dans les grandes entreprises, chez les grands fournisseurs du département de la défense américain, devienne la vedette du monde. Alors, le monde entier commence à regarder cet arsenal ultra-technologique américain comme la chose la plus convoitée au monde. Comme l'arsenal le plus convoité du monde.
Et là, on va avoir une sorte de rupture à ce moment-là. Une rupture du système d'achat du Pentagone, du département de la Défense à ce moment-là. Pourquoi ? Précisément à ce moment de grand prestige de l'industrie de défense américaine, le Congrès des États-Unis a commencé à vouloir réduire les dépenses de défense. Justement à cause de la fin de la guerre froide, en raison de la chute de l'Union soviétique et, par conséquent, de l'absence d'un ennemi clair à l'horizon. De cette manière, un événement très singulier s'est produit le 21 juillet 1993 au Pentagone, connu sous le nom de dernière scène du Pentagone. Ce jour-là, un dîner a été offert aux propriétaires, aux directeurs, aux cadres des grands fournisseurs de produits de défense pour le Pentagone. Et le secrétaire à la Défense, à l'époque, a dit à ses fournisseurs qu'une grande réduction allait arriver et qu'il n'y aurait aucun moyen pour le Pentagone de maintenir ce nombre élevé de fournisseurs à partir de ce moment-là. Cela a abouti à ce que vous voyez à l'écran. À des fusions radicales dans le secteur de la défense nord-américain qui ont réduit le nombre de fournisseurs de 51 à 5 en 5 ans, de 1992 à 1997. Vous remarquez que les fusions ont commencé même avant la dernière scène, mais elles se sont fortement accélérées après la dernière scène. Donc il y avait 51 grands fournisseurs qui sont passés en seulement 5 ans à 5, créant ces grands conglomérats que nous connaissons aujourd'hui, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics et Raytheon. Ces 5-là. Donc, à partir de 1997 et jusqu'à aujourd'hui, ces 5 groupes dominent essentiellement le budget du Pentagone. Donc, l'effet de la dernière scène, qui a été provoqué par une réduction attendue du budget de la défense, est en réalité, entre 1991 et 1997, 6, 7 por aí. le budget de la défense a diminué de 15%. Vous vous demandez, bon, 15% ce n'est pas tant que ça, n'est-ce pas ? En effet, ce n'est pas si grave. C'est grave, mais ce n'est pas si grave. Ce n'est pas désespérant. 15%. Mais après cette période-là, le budget de la défense a rebondi et a augmenté d'une manière telle que, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas diminué. Particulièrement après le 11 septembre, le budget de la défense a décollé pour ne plus jamais redescendre. Et ce qui a fait que ce budget boom, tellement grand et en expansion continue qu'il est devenu, en gros, l'otage de ces grands conglomérats industriels. Lobby de l'industrie de défense américaine. Le lobby du secteur de la défense est un groupe de dirigeants et de politiciens qui agissent auprès des députés et des sénateurs à Washington, pour pouvoir toujours les pousser à voter en faveur de l'augmentation du budget de la défense. Pourquoi ? Parce que les chaînes logistiques de ces armements, de ces nouveaux armements, qu'il s'agisse de missiles, d'avions, de navires, de chars ou de fusils, sont devenues de plus en plus complexes. Avec l'augmentation du contenu technologique, n'est-ce pas ? Du pool de nouvelles technologies embarquées dans chacun de ces systèmes. Alors, un avion comme le F-35 par exemple, il est essentiellement fabriqué dans les 50 États américains. Un sous-système est fabriqué dans chaque État américain. Cela influence la vie de nombreux comtés avec des emplois et des investissements directs qui pourraient être perdus si le budget de la défense n'est pas augmenté. Et bien sûr, le député et le sénateur ne veulent pas perdre de voix dans leur fief, n'est-ce pas, dans leur fief électoral là-bas. Donc ils votent toujours en faveur de l'augmentation. On a vu, encore une fois cette année, le budget de la défense être augmenté une fois de plus. Et il est déjà plus grand que le budget, si je ne me trompe pas, de la Chine, Rússia, Índia, et d'autres puissances réunies, le budget de la défense américain.
qui maintient environ 800 bases réparties dans le monde entier. Alors, on voit que cette chaîne logistique devient de plus en plus complexe. Parce que chaque nouveau lot de production implique plus de technologie, plus de capteurs, plus d'ordinateurs, plus d'intégration des systèmes. Ce qui les rend plus précis, mais aussi extrêmement plus chers. Cela rend également le produit final beaucoup plus cher, le prix final d'un F-35 aujourd'hui, d'un porte-avions aujourd'hui, d'un char, d'un fusil, d'un casque aujourd'hui. Cela les rend beaucoup plus difficiles à produire et dépendants d'une logistique qui implique des fournisseurs étrangers. En particulier la Chine, qui est la grande préoccupation des États-Unis aujourd'hui. N'est-ce pas ? Alors, juste à titre d'exemple, le F-35, le Lightning II, le F-35, il nécessite dans sa production 450 kg, presque une demi-tonne par avion, 450 kg de minerais de terres rares. Et nous savons que la Chine domine 90% des terres rares, l'exploitation minière et le traitement des terres rares. Donc chaque F-35 dépend fortement de la Chine pour sa fabrication. Tu comprends ? Cela a fait qu'au début des années 2000, la guerre est devenue une activité extrêmement coûteuse. Ce qui fait que certaines nations, en fait la plupart des nations, n'ont pas un budget élevé. Dépendant de systèmes anciens, de systèmes vintage, de systèmes hérités des décennies passées, essayant toujours de faire une modernisation à faible coût, comme par exemple notre propre pays, ici, le Brésil. Mais également, au début des années 2000, on va commencer à voir un choc. Entre cette technologie haut de gamme, qui est cette technologie développée chez Skunkworks de Lockheed Martin et d'autres studios de pointe aux États-Unis et dans d'autres nations, contre la technologie bas de gamme, qui est produite essentiellement dans de petits laboratoires, par des individus seuls, solitaires, ou par des groupes de personnes qui communiquent uniquement via Internet. Então, Aujourd'hui, la technologie bas de gamme défie-t-elle la haute technologie ? Parce qu'un scénario, un ensemble que je dirais peut être compris comme une nouvelle révolution industrielle, et beaucoup de gens considèrent aussi que c'est une nouvelle révolution industrielle, est arrivé et a été mis à disposition pour le monde entier. Quelles sont ces nouvelles technologies ? Initialement, l'introduction des drones quadricoptères, plateforme aérienne conçue à l'origine pour réaliser des prises de vue, de reconnaissance, donc qui est extrêmement stable, maniable, qui devient une extension avec l'introduction des systèmes FPV, devient une extension des mains de l'opérateur. C'est essentiellement l'action d'un soldat à distance sur le champ de bataille. Le soldat devient capable d'agir à distance. Aujourd'hui, en Ukraine d'ailleurs, nous voyons les drones FPV être utilisés pour éliminer individuellement des soldats ennemis. Comme des lances télécommandées, comme on en rêvait autrefois, des lances à distance. C'est ce que sont ces drones aujourd'hui. e Après cela, nous avons aussi les systèmes de positionnement global, comme le GPS, le GLONASS, le Baidu. Si l'un est bloqué, vous utilisez l'autre, ce qui permet à ces armes d'être très précises, atteignant le niveau de précision de ces systèmes de guidage laser ou satellitaires du début des années 90, les Tomahawks des années 90. Aujourd'hui, un drone à quelques dollars offre la même précision. Nous avons également la popularisation, la croissance du système d'approvisionnement en composants technologiques, appelés off-the-shelf, c'est-à-dire prêts à l'emploi. Vous pouvez littéralement acheter en rayon des modules GPS, des modules de servomoteur, des moteurs cerveau et divers composants. Vous pouvez acheter directement en Chine.
car il s'agit de composants commerciaux à usage civil, désormais considérés comme à double usage. N'importe qui peut faire ça. Et puis il y a aussi l'impression 3D, peu de gens l'utilisent pour faire de l'impression 3D, ou même pour que tous les besoins spécifiques d'une personne puissent être réalisés indépendamment d'une chaîne de montage, des coûts d'une chaîne de montage. Tout cela a permis de créer des solutions bon marché, comme par exemple les drones kamikazes, qui ont été introduits dans notre quotidien avec les Shahed iraniens. J'ai même déjà expliqué pourquoi l'Iran a opté pour les Shahed. Mais aujourd'hui, les Shahed sont copiés par la Russie, copiés même par les États-Unis et par de nombreux autres pays. Donc, ils sont devenus quelque chose de courant, une arme de plus dans l'arsenal, mais une arme à faible coût. Maintenant, tu veux savoir quelque chose d'intéressant ? Tu sais qui a été le précurseur des drones kamikazes ? Tu sais qui c'était ? C'était les États-Unis. Une arme que tu ne connais peut-être pas, c'est l'AGM-136 Tacite Rainbow. Ce missile-là, qui n'est pas vraiment un missile, c'est un drone kamikaze 136. Proposé dans les années 80, en 1982, le Tacite Ramble a été proposé et au cours des années 80, il a été développé. Les prototypes qui sont sortis de l'usine ont été testés, y compris pour être lancés depuis des bombardiers B-52. Et en 1991, après que tout le programme de test ait été terminé et que 4 milliards de dollars aient été investis dans le Tacite Ramble, il a été soudainement annulé. Tu sais le prix d'un Tacite Ramble ? Environ 200 000 dollars. Compare ça avec le prix d'un missile, compare ça avec le prix d'un avion. Les États-Unis ont été les précurseurs, mais ils ont annulé le Tacite Ramble au début des années 90. Après avoir dépensé 4 milliards... Alors, on compare cette situation avec l'augmentation constante du budget de la défense américaine, comme je l'ai déjà dit, à nouveau en expansion. Mais la réalité de faire face à ce nouveau monde de la guerre, à cette guerre à moindre coût que l'Iran vient de démontrer. Et l'Ukraine aussi prouve maintenant qu'elle est capable de faire face aux arsenaux traditionnels, aux arsenaux de la guerre froide. Cela force un changement de perspective aux États-Unis, encore assez timide, mais cela force ce changement. Nous voyons cela avec l'introduction de nouveaux acteurs, de nouveaux fournisseurs de technologies de défense. De petites entreprises qui sont nées il y a moins de 10 ans, ou peut-être existent-elles depuis 15 ans, qui proposent maintenant des produits à faible coût unitaire ou des systèmes dédiés spécifiquement à traquer ces systèmes à bas coût. C'est encore une situation en développement, donc on ne peut qu'imaginer ce qui va se passer dans les prochains mois et années. Mais une chose semble claire, le bas de gamme a prouvé qu'il peut affronter le haut de gamme sur différents champs de bataille. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'il est temps qu'il va y avoir une grande révision de l'arsenal américain, que le système de défense, le système de fournisseurs du Pentagone va s'adapter à cette nouvelle réalité ? Dis-nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis, mais mets-nous aussi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien rater. Je m'arrête ici. Merci de nous avoir suivis et un grand salut de la salle de guerre.